mais on va essayer de, pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, résumer rapidement en quelques secondes sa carrière. Alors, on ne va pas dire où il est né, où ça, quelle date, on peut deviner. Sur ce que vous voyez, vous n'aurez qu'à ajouter 5 ans encore, ça devrait aller. Élu député en 1976 à 28 ans. Et puis, en 1982, il est nommé ministre des Affaires étrangères, du Tourisme et de l'Immigration. Tout de suite, et là, il faut devant justice. Il a été un des artisans, des ouvriers, la seule ouvrière de la commission de l'océan Indien. Et il a présidé la commission parlementaire sur l'excision des Chagos et obtient en 1983, et ça c'est important, à la conférence des non-alignés de Delhi, l'adoption par 101 pays d'une résolution reconnaissant la souveraineté de Maurice sur cet archipel, déjà à l'époque. Il a été ministre du Développement économique de 1991 à 1992, puis ministre de l'Industrie et de la Technologie industrielle de 1992 à 1994. Il a marqué son passage par l'adoption de plusieurs textes fondateurs qui lui vaudront la reconnaissance des milieux économiques. De 2006 à 2009, il préside la National Environment Foundation, organisme public chargé de la lutte contre la pauvreté. 2012, il devient le 7e secrétaire général de la commission de l'océan Indien. Et puis, en 2011, il va à travers le monde prêcher la bonne parole et à côté à Madagascar pour essayer de trouver une solution à la crise politique malgache. Je passe sur sa carrière de journaliste. Il a commencé à l'âge de 17 ans en créant un journal qui s'appelle Le Flamboyant. Ça, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Et puis l'écrivain, vous avez ses œuvres sur l'écran derrière vous. Je remercie le président de la République, d'avoir accepté de rester plus longuement avec nous, parce que nous devions adopter un rythme effréné pour satisfaire son emploi du temps. Il a pu décommander un prochain rendez-vous, donc il va rester un peu plus longtemps parmi nous. On va en profiter d'ailleurs. Je crois que tous ceux qui sont là, amis, adversaires, ennemis, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, sont unanimes à reconnaître que Jean-Claude Destracq est un staccanoviste doué de beaucoup de talent. Toutefois, après avoir fait rapidement le tour de sa biographie, il me plaît, pour ne m'abuse pas de faire preuve d'idolâtrie à son endroit, de souligner que dans cette carrière ascensionnelle, qui n'a pas encore atteint son plafond, il faut le reconnaître, de souligner 2 chutes spectaculaires. Les 2 marquées d'ailleurs par le saut de la, si je peux m'exprimer ainsi, en revenant chez lui, par le saut de la traîtrise. C'est ça, la première, c'est sa défaite à la partielle de Rosine, dans le signal de sa démission en manière de défi à Paul Béranger. La seconde, quand le président français, François Hollande, a poignardé carrément dans le dos, dans la course pour le secrétariat de la francophonie. C'est dire que, même dans les défaites, il ne fait pas dans les demi-mesures. La première, d'ailleurs, cette défaite à Rosine, occupe une place importante au chapitre 21 et 22 du livre, très longuement, où il tente justement d'expliquer comment son ami intime, Léopold Béranger, a pu ramener le loup dans la bergerie mauve
avec l'ami de Navin, l'Angoula, Baldidavi. Voilà, et puis le bruit là-dessus, bien évidemment. Et la seconde, quand il a chuté si près du but, un peu comme notre Miss Mauritius en Chine, il a chuté si près du but pour devenir le secrétaire de la générale de la francophonie. D'ailleurs, tant mieux, parce que cela lui a permis d'écrire un livre à l'œil à Dakar, parcorisé, où il s'est retrouvé un peu comme César sur l'image du Capitole, regardé par notre président Francis d'ailleurs. Cela dit, ennemi intime, que l'auteur aurait préféré, à notre titre peut-être, adversaire intime. Il ne faut pas se leurrer, c'est une véritable guerre de tranchées entre deux hommes de caractères différents, certes, mais tenant dans leur haine, dans un contexte politique surchauffé, l'un pour affirmer, pour s'affirmer et se maintenir au pouvoir, en l'occurrence les reteneurs, et l'autre pour la conquête du pouvoir en tentant de lui ravir. Nous sommes carrément à la limite dans un drame shakespearien, avec des protagonistes engagés dans une guerre fratricide sans merci. Mais il est bon de rappeler que si Passion politique Maurice 68-82 raconte l'émergence du MMM sur les ruines du Parti travailliste et l'affirmation de son leader, Paul Béranger, sur les scènes locales et internationales, Ennemis intimes raconte par le menu détail la mue d'un héros de Juggernaut, de leader mauve mièvre, de leader de l'opposition fade qu'il était, en un Premier ministre fort, puissant et craint, et qui aurait pu être l'enfant naturel de Reagan et de Margaret Thatcher. Mais cette transformation de la conjoncture de l'État dans Ennemis intimes sur une période de 13 ans, et pendant laquelle l'auteur, ex-journaliste, écrivain et historien aujourd'hui, a été, sur tout ce qui nous intéresse, acteur et témoin. L'on aurait pu craindre dans cette posture un possible parti pris. Mais heureusement, la rigueur d'une profession qu'il a exercée pendant de nombreuses années l'emporte tout le long du récit sur toute autre considération dans un souci, c'est très personnel, de vérité historique, ne se reposant que sur les faits avérés. Tous ceux qui ont vécu cette période de l'intérieur sauront le reconnaître. Je ne vais pas déflorer le sujet de l'époque, parce qu'on n'est pas lu le livre. Il y a pour ceux qui n'étaient pas dans le coup, comme on dit à l'époque, il y a quelques révélations qui sont assez croustillantes. Je suis tenté de vous donner quelques exemples, mais non, je ne vais pas vous priver de ce plaisir. Mais se pose aussi, avec ce livre, une problématique, celle de la distance nécessaire que l'historien, que le journaliste prend par rapport aux événements. Et je crois que c'est là où le préfacier de Stretchenlau intervient. À défaut d'avoir écrit la biographie du leader du MMM, il est devenu le préfacier de Jean-Paul Destins. C'est pas mal comme situation, vous ne trouvez pas. Parce que le livre attend toujours le livre sur quête. Moi, j'espère, parce qu'il y aura beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir, je vais vous présenter l'historien par excellence, la référence incontournable. D'ailleurs, il écume tous les plateaux de radio pour éclaircir des périodes historiques. Donc, il aborde dans sa préface justement ce problème du passé récent. Est-ce qu'il est possible d'écrire l'histoire au lendemain des événements?
crois que maintenant, depuis 1995, le temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais d'une manière générale, c'est un vrai problème d'eau. C'est une très belle réflexion dans cette préface de Jocelyn Chambon. Et pour bien saisir l'importance de cet ouvrage, permettez-moi d'abord de le retracer dans la tradition historiographique mauricienne, avant, bien sûr, dans les doctrines de Maurice. Car à l'île Maurice, l'histoire a été au même titre que les sciences agricoles, un domaine privilégié de la recherche fondamentale. Eu égard au fait que le début de l'histoire du pays ne remonte qu'à 400 ans, le nombre d'écrits recensés sur l'histoire de Maurice est vraiment considérable. En effet, l'écriture historique de Sully Maurice remonte aussi loin que le XVIIe siècle. À première vue, ce volume considérable d'écrits historiques ne doit guère surprendre, non seulement parce que Maurice, qui est l'accueil par successives migrations, reste à ce titre obsédé par ses origines, mais aussi parce que pendant longtemps, l'histoire s'écrivait essentiellement à travers les documents d'archives. Or, la société mauricienne a été créée ex nihilo par des compagnies des Indes, telles la DOC, la Compagnie française des Indes orientales, ou l'autre administration coloniale, disposant d'une bureaucratie relativement élaborée. Ainsi, les sources en termes de correspondance officielle, de recensement, etc., sont facilement accessibles et répertoriées aux archives de Maurice, à Londres, à Aix-en-Provence, à La Haye, etc. Et en outre, l'île Maurice est l'une des rares colonies qui peuvent se vanter d'une presse dynamique et prolifique, remontant à 1773, et la production de cette presse va s'ajouter à la production de cette presse, va s'ajouter les nombreux récits de voyage, de droits de papier. Donc il y a énormément de sources sur l'histoire du pays. Pourtant, pour nombre d'observateurs, cette production historique reste déficiente d'un point de vue qualitatif. En effet, suivant un cours des débats sur la nécessité de consolider davantage l'unité nationale, surtout dans les moments de tension technique, un grand nombre de leaders d'opinion ou de dirigeants politiques suit l'absence de ce qu'ils considèrent comme une vraie histoire de l'île Maurice. L'absence de tel écrit qui ferait justice à la complexité de notre évolution nationale est perçue comme l'un des obstacles majeurs au développement de l'enseignement de l'histoire, à la fois dans les secteurs formels et informels de l'éducation, et par extension, un obstacle à l'apprentissage des valeurs citoyennes. Il s'agit là, bien sûr, d'une conception classique en française de la fonction sociale de l'histoire. Elle doit fournir à la nation imaginée son légendaire et son identité. L'histoire est aussi, et ainsi, censée consolider l'unité de la nation, renforcer la légitimité de l'État, être creusée de son identité nationale, aider à la construction des communautés imaginées, tout en restituant des communautés particulières et émancipées. Et conçue comme un projet civique et républicain, l'histoire a donc comme devoir de rendre éligible aux citoyens le mécanisme de la vie sociale, économique et politique. Vous pourrez bien sûr se poser des questions sur cette exigence sociale, sur le métier d'historien, qui est en fait la chercher le pays. Mais il est incontestable que l'historiographie traditionnelle du pays, qui est caractérisée par des troubles de mémoire profonds, notre absence jusqu'à tout récemment d'études en profondeur du système civil, du marronnage, une absence presque totale de gender issues, une amnésie complète par rapport au métissage culturel et biologique. Et ces silences tonitruants peuvent être attribués partiellement à la nature même du passé communiste. La société mauricienne était dans la violence, violence de l'esclavage, de la traite négrière, violence de l'exploitation capitaliste punitive sous la forme de langagisme, violence envers les femmes dans une société à forte prédominance mâle, d'où les oublis, des silences, des censures. Mais ces silences doivent aussi être attribués au fait que l'histoire, comme tout savoir, est une construction sociale. À Maurice, société extrêmement inégalitaire, née de la traite, de l'esclavage, pendant longtemps, les professions libérales et la classe illettrée étaient exclusivement à l'affaire d'une élite particulière. La production du savoir historique restait entre les mains d'une petite élite, comme on peut le constater à travers un bref d'œil, la liste des membres des sociétés savantes à leur niveau. En outre, contrôler le passé a toujours aidé à maîtriser le présent. En effet, l'histoire est un enjeu de pouvoir et elle est davantage dans une société plurielle que le récit du passé réel imaginé est au cœur même de la construction identitaire de l'identité. Et les pressions sociales et politiques sur le métier historien ont grandement contribué à façonner ou à déformer l'historiographie mauricienne.
Comme on pouvait s'y attendre, cette histoire institutionnelle, toutes les vies contestées comme une autre histoire, avec des familles de fonctions multiples. En général, l'écriture de cette autre histoire est étroitement associée à la construction des identités uniques des différentes populations, à l'inovis, à divers moments de l'histoire, dans le cadre d'une mobilisation sociopolitique contre un rôle qui est perçu comme injuste et intolerable. Mais heureusement, la contre-histoire ne fut pas exhaustive. En effet, dans les années 70, dans un contexte post-colonial, avec l'émergence d'une nouvelle gauche, incarnée par le mouvement militant mauricien, on vit un véritable paradigme shift dans le discours de la contre-histoire. La nouvelle gauche, marxisante et résolument tiers-mondiste, voulait enraciner la lutte révolutionnaire privée dans l'histoire du pays, dans la résistance et le combat contre l'esclavage, le racisme, l'engagisme et d'autres formes d'exploitation, dans la bourgeoisie locale, à qui assumer le dialogue comme les États économiques. Cette nouvelle gauche va faire un véritable plaidoyer pour une nouvelle lecture de l'histoire du pays, pour une histoire d'en bas et pour un dépassement de l'histoire événementielle, pour une histoire en faveur de l'analyse de l'évolution des structures économiques et sociales du pays. Et cette grande histoire fut aussi portée par des universitaires, puis influencée par le mouvement dominant de l'histoire savante de l'époque, notamment l'école des Annales, pour qui c'était l'étude des structures économiques et sociales qui comptait. Ainsi, cette génération d'historiens, il faut l'avouer, a relégué au deuxième plan l'histoire politique. En effet, suivant l'école des Annales, pendant très longtemps, l'histoire politique a été perçue comme étant superficielle, narrative, une succession discontinue de jouets événementiels réunis en une chaîne artificielle, un récit de faits mis à la queue leu, s'articulant autour des grands hommes. Elle masquait, selon ces historiens, les mouvements importants de l'histoire économique, démographique, socio-culturelle. La politique étant perçue comme l'écume de l'histoire réelle, l'histoire politique apparaissait comme un contre-modèle, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Et à Maurice, l'histoire politique a longtemps été le parent pauvre de la nouvelle historiographie. Les quelques écrits, méprisés comme des récits partisans, colportant de nombreuses contre-vérités et des falsifications, et les quelques biographies produites, perçues comme étant des hagiographies de dirigeants politiques écrites par les modérés. Mais depuis les 2 dernières décennies, on a vu le grand retour de l'histoire politique comme domaine prioritaire de l'histoire savante. Les raisons en sont multiples. D'abord, dans les années 80, il y a une prise de conscience générale que certains hommes peuvent avoir un rôle décisif à un moment clé de l'histoire des sociétés. Par exemple, Gorbatchev, Reagan, Jean-Paul II, et que les structures des sociétés ne sont pas toujours déterminantes. Mais ce retour de l'histoire politique est aussi lié en grande partie la prise de conscience par les historiens et les spécialistes des sciences sociales de l'omniprésence du politique dans les sociétés modernes. Les défis des nouveaux médias, radio, télévision et maintenant les réseaux sociaux qui ont amplifié la création du politique dans la vie des sociétés, poussé également l'historiographie à maîtriser ce nouveau monstre historique. Et à Maurice, en outre, une analyse en profondeur des éléments de langage du personnel politique nous révèle à quel point le discours politique est non seulement hautement ethnicisé, mais aussi très historicisé, sans doute parce que les dynasties familiales sont au cœur même de l'offre politique à Maurice. Il est donc le devoir de l'historien de démasquer les contre-vérités de ce discours partisan, mais en outre, au-delà des préoccupations identitaires, esclavage engagiste, il y a évidemment nécessité de comprendre l'évolution de la vie politique dans le Maurice postcolonial, à la fois des succès, des dysfonctionnements et des paradoxes de nos institutions et de notre culture et de notre pratique politique. Dans Maurice est l'un des 3 développements social democratic state, qui est appelé de l'hémisphère et l'une des rares ex-colonies à avoir maintenu et consolidé les institutions démocratiques issues de la décolonisation, à tel point qu'aujourd'hui, selon certains indices de la démocratie très fiable, elle devance même des grandes démocraties telles la France, la Suisse et l'Italie. Il y a évidemment un vaste chantier de recherche à ouvrir autour de l'étude de l'évolution des institutions, de la culture et des pratiques politiques à Maurice. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'à l'initiative du Conseil Congo, nous avons créé au sein du centre de recherche
sur les sociétés de l'océan Indien et l'Université de la Réunion, une association d'histoire politique de l'océan Indien pour encourager la recherche sur l'évolution politique dans la zone Indien-Océan. Et tout récemment, nous étions sur le jury de la soutenance d'une thèse de doctorat sur la politique à Maurice de 1968 à 2014. Mais le retour de l'histoire politique renouvelée, pluridisciplinaire au sein de l'histoire savante, signifiait non seulement le grand retour de la biographie, du récit narratif et de l'événement, mais surtout par se poser avec plus d'acuité le problème de l'histoire du temps présent, voire de l'histoire immédiate. Car faire de l'histoire du temps présent, notamment sa partie terminale, l'histoire immédiate a toujours été une tâche délicate. D'abord, se pose le problème de source. D'un côté, il y a surabondance de matériaux divers, journaux, sources orales, témoignages, sources audiovisuelles, etc., qu'il faudrait maîtriser pour séparer le bon grain du vrai. Et l'autre, l'inaccessibilité des sources archivistiques officielles, souvent perçues comme étant les plus fiables pour la reconstitution du passé. Ensuite, il y a l'absence de recul et de sérénité que confère l'éloignement dans le temps par rapport à un objet d'étude, souvent incrusté de passion en continu. Et finalement, l'historien doit intervenir sur des phénomènes non bleus, sur des processus non terminés dont il ne connaît ni l'aboutissement ni la fin. Comme l'écrit le grand historien britannique Cobsbawm, on gagne toujours si on parie sur des courses de chevaux qui sont déjà terminées. Donc, aujourd'hui, dans le domaine de la recherche historique, la légitimité de l'histoire du temps présent est pleinement reconnue. Des instituts dédiés et des revues et collections spécialisées font voir le temps est terminé où ces productions étaient assimilées à la littérature journalistique. En fait, l'histoire du temps présent contribue grandement au nivellement du champ historiographique. Le nouvel atelier de travail a non seulement permis de revoir la notion d'historicité, mais aussi d'élaborer des pratiques et méthodologies particulières, notamment le traitement de sources orales et l'approche multidisciplinaire à travers une coopération très étroite avec les autres sciences de l'homme, sociologie, anthropologie, droit de sciences politiques. Et comme le fait remarquer ces praticiens, l'histoire du temps présent s'inscrit dans une longue tradition d'écriture de l'histoire pour aller contemporaine des événements, montrant la naissance même de l'histoire comme discipline de l'économie sociale. L'ouvrage de Jean-Claude Délestat, Jaminat Béranger et Mietine, comme son prédécesseur, Passion politique, est un essai magistral d'écriture de l'histoire du temps présent. Certes, l'auteur a été à la fois témoin et acteur des événements qu'il décrit. Une des valeurs sûres du mouvement militant mauricien, il fut nommé ministre des Affaires étrangères, du tourisme et de l'immigration en 1982. Il démissionna suite à la cassure du gouvernement MMPSS en 1983. Un des artisans de la réunification de la marine militante, il fut à nouveau chef de la diplomatie mauricienne en 1990. Dans le gouvernement de même dirigé par Seigneur Dumonat, fut ensuite ministre du développement économique de 1991 à 2012, ministre de l'industrie et de la technologie industrielle de 1992 à 1994, un des ministres les plus performants du gouvernement. Il présidait à divers comités parlementaires, notamment sur la libéralisation des zones, sur les écoles professionnelles, avant de démissionner de son poste en 1995. Il se retira de la politique active après sa défaite à l'élection partielle de son année il avait mené. Ainsi, Jean-Claude Délestat a grandement aidé à façonner les événements qu'il décrit. Et l'ouvrage, à première vue, peut être perçu comme un récit autobiographique où l'auteur donne sa version des faits tout en justifiant ses postures et gestes du passé. Mais le propre de cet ouvrage, c'est que bien qu'étant témoin et acteur, l'auteur tente de mettre en perspective les événements, se créant ainsi une épaisseur historique et une mise à distance dont l'historien a le devoir de se construire intellectuellement. Bien sûr, l'auteur dans sa narration tente d'expliquer le déroulement des événements auxquels il a pleinement participé, il essaie de comprendre les motivations des uns et des autres, y compris de ses adversaires du mouvement, sans tomber dans la passivité d'un jugement. Le but de l'ouvrage est de restituer la trame des événements dans un langage simple et accessible à tous, et non de faire le procès des divers protagonistes. Pourtant, le sujet qu'il aborde est non seulement complexe et controversé, mais très riche en charges émotionnelles. La vie politique à l'île Maurice de 1883 à 1975 se résume à une art de pouvoir
entre le MMM et l'une de ses dissidences, le MSN, incarné par celle de Chadana. Ce dernier va utiliser tous les leviers disponibles pour se maintenir au pouvoir face à un dérangé très stratège étant la moindre opportunité pour voter les élections générales et renverser le gouvernement. Les autres partis et les personnalités politiques sont positionnés dans les postes d'appoint dans cette lutte sans merci où tous les coups sont permis. Et cela dans une île divisée, morcelée, où l'ethnique politique semble avoir repris le dessus. L'auteur lui-même, à l'autre même, faillit en faire les frais de sa conjugée, comme il le relate dans son récit. On insiste ainsi à des revirements politiques spectaculaires, à des renversements d'alliances, à des plus changements de posture, cassures et modifications des alliances, et en prime des dissidences, sont à l'ordre du jour et suscitent une instabilité chronique qui finit par démonter les événements. La narration qu'en fait Jean-Claude Plestin de ces événements, en tant qu'acteur et témoin privilégié, est très loin d'être un exercice d'autoglorification ou de particulier. Avec sérénité et détachement, il construit un récit simple, les où l'on ressent surtout la nécessité de comprendre les événements. S'appuyant sur des sources principalement journalistiques, mais aussi sur son témoignage personnel, il restitue magistralement cette période charnière de l'histoire de la démocratie chrétienne, et brosse un tableau des événements et des divers protagonistes, souvent sans complaisance, mais jamais respectueux, même envers ses adversaires. En tant qu'historien, témoin et acteur des faits et des événements là, Jean-Claude Plestin nous livre ainsi sa part de vérité. Et la vérité multiple, de par la nature de son métier d'historien très scientifique. Or, toute sélection peut être mise en question, un autre agencement des faits peut amener à une interprétation alternative. Comme le souligne Antoine Ross, l'histoire est vraie, mais cette vérité n'est pas absolue. Cette période controversée et riche en événements a suscité des interprétations diverses, et la mémoire des témoins est en cours de vie. Elle entre toujours le champ politique à l'humoriste. Il ne sera guère étonnant que certaines parties de l'image fassent l'objet de débats ou de remise en question. Et c'est ainsi que s'enrichit l'historiographie toute période. Les controverses suscitent de travaux et publications qu'il ne faut qu'enrichir des connaissances du sujet. L'ouvrage de Jean-Claude Plestin a ainsi le mérite d'ouvrir un chantier passionnant. Et ces magistrales d'écriture de l'histoire du temps présent du pluriel, l'ouvrage mérite amplement sa place à la fois dans les rayons des bibliothèques universitaires et du gouvernement. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis. Il y a maintenant 9 ans, avec la publication de Passion politique, Jean-Claude de Lestrade faisait revivre, avec une riche documentation et avec son évident talent d'historien du quotidien, l'effondrement inexorable du régime à bout de souffle de Celsius Sagar Angoulane. Pour notre plus grand plaisir et pour poursuivre son œuvre de mise en lumière des grandes étapes de notre histoire, Jean-Claude revient cette année avec Judnot Béranger, Ennemis intimes. Le rappel de ce qu'on pourrait appeler les années Judnot, ou devrions-nous dire, pour être plus précis, les premières années Judnot. Cette précision est utile car le caractère largement imprévisible de la politique mauricienne ramènera Sir Harry Wood à la direction du gouvernement une deuxième fois entre 2000 et 2003 et de manière plus inattendue une troisième fois entre 2014 et 2016. Avec la rigueur qu'on lui connaît, avec les yeux du témoin privilégié qui vécut jour après jour cette exceptionnelle période de notre histoire, Jean-Claude, cette fois, décortique les grands événements du premier Prime Ministership de Sage, l'intense rivalité qui l'opposa à ses anciens amis du MMM et ses efforts permanents pour demeurer au pouvoir en contractant diverses alliances. Cette période 1982 à 1995 restera dans les esprits
comme l'une des plus marquantes, l'une des plus stimulantes et l'une des plus fécondes de l'histoire de ce pays. Une période décisive pour la transformation sociale et le rethinking de l'île Maurice moderne. Elle sera aussi une période de tumulte incessant et de réaménagement constant du paysage politique, avec le choc explosif des ambitions de deux hommes hors du commun, Sir Amirou Djalnot et Paul Béranger, les deux ennemis intimes qu'invoque le titre du livre. Ennemis d'autant plus féroces que les armées, on le sait, sont souvent les pires ennemis, car ils savent exactement où frapper, où blesser et faire le plus mal. Les années Djalnot, que raconte Jean-Claude, changeront à tout jamais l'île Maurice. Sur le plan économique, on vivra à travers le livre la remarquable montée en puissance du pays pendant 13 ans, le nouveau dynamisme qui régnera, une poussée sans pareille de l'esprit d'entreprise. Maurice va en effet connaître entre 1982 et 1995 une croissance nationale moyenne de 5,9%. Le produit national brut en 13 ans sera plus que quintuplé, passant de 10 milliards de roupies à 62 milliards de roupies. On assistera à la consolidation des piliers économiques traditionnels, agriculture, industrie, mais aussi à l'émergence de nouveaux secteurs, services financiers, secteur offshore, port franc. On verra l'explosion du tourisme, des visiteurs passant de 140 000 à 423 000, avec des recettes touristiques de 7 milliards de roupies. On assistera au recul spectaculaire du chômage de 23% en 1982 à 3% en 1995. Cette période se caractérise également par l'entrée en force de la consommation de masse, une forte poussée des investissements étrangers, une réforme résolue de la fiscalité, l'impôt reculant de 65 à 30%, la libéralisation du taux de change, une excellente collaboration entre les secteurs publics et privés. Tout cela va redéfinir les contours du pays et le porter vers un État moderne, optimiste et ambitieux. Sur le plan social, on verra dans la foulée une plus grande mobilité sociale, l'élargissement de la classe moyenne, un partage plus équitable des fruits de la croissance. Sur le plan politique, enfin, pour les nouveaux administrateurs du MMM parvenus au pouvoir après 13 ans d'activisme sans relâche, ces premières années post-travaillistes vont pourtant être celles de la confrontation des idéaux avec le réel, celle du pragmatisme forcé, celle de la désillusion également, qui toutes contribueront finalement à l'implosion du nouveau pouvoir. Elle le sera sous le coup des frustrations, des renoncements, des antagonismes, des intrigues et des trahisons de part et d'autre que Jean-Claude évoque sans ménagement. Jean-Claude décrit avec son souci habituel de l'objectivité l'atmosphère pourrie de la cohabitation MMM-PSM, les calculs égoïstes et communalistes, les sourdes rivalités de la période post-3.0, les nouveaux enjeux. On suivra les étapes de la fulgurante ascension de Sir Amirou Djalnot, passé de l'ombre à la lumière. Sage, dont Béranger avait cru pouvoir faire un docile exécutant de la volonté du parti, et dont la base MMM avait maladroitement sous-estimé le caractère bien trempé.
On revit les colères et frustrations de Béranger, menant à la dramatique implosion du MMM, avec des conflits de personnalité permanents, des égos surdimensionnés et avec en coulisses un communalisme exacerbé qui briseront tragiquement les rêves de toute une génération. Alors que le MMM se scinde en deux, donnant lieu à la formation du MSM, on revivra aussi dans le livre le début d'érosion du parti. On revivra la renaissance travailliste sous l'impulsion de Marine Ramboulin, que le MMM espère récupérer, mais qui en fait prépare la revanche pour l'humiliation de 1982 et organise le retour à l'administration travailliste. Ennemis intimes fait surtout une large part à l'arbre rivalité qui opposera année après année Serranio Djebnet et Paul Béranger, deux êtres d'exception portés chacun par le sens d'une mission historique et déterminés à changer, chacun à sa manière, le destin de Guy Maurice. Au fil des pages, le lecteur sera médusé par le combat d'ambition, les jeux de pouvoir, les arrière-pensées permanentes auxquelles se livrent deux hommes complexes, fascinés par le pouvoir, prêts à tous les accommodements pour parvenir à leur fin, souvent hargneux, avec parfois quelques fausses réconciliations, mais souvent porteurs d'antagonisme refoulés. Jean-Claude se refuse à juger l'histoire des rapports difficiles et de la rancœur entre Paul Béranger et Serranio Djebnet, malgré ou peut-être en raison de sa proximité avec les deux hommes. Il aligne les faits menant à chaque confrontation et laisse le lecteur formuler son propre jugement. C'est un rapport d'une extrême complexité que les historiens de demain analyseront avec passion. Tout, on le verra à la lecture de ce livre, séparer les deux hommes. L'écart de génération, la culture politique, l'orgueil sans limite, la vision contrastée, ce que de l'île Maurice pourrait être. L'un, Serranio, un produit des années 60, légaliste, constitutionnaliste, parlementariste, attaché à la primauté de l'exécutif sur toutes les autres institutions politiques, ne croyant sans doute qu'à moitié aux rêves des jeunes idéologues du MMM. L'autre, Béranger, un révolutionnaire romantique, rêvant d'une île Maurice sans barrière, mais confronté au terrain, obligé de réviser sa vision sous le poids des réalités, obligé de composer sans cesse. L'un, Djebnet, d'une brutale franchise qui dit les choses par leur nom. L'autre, Béranger, tout en nuances et calculs, conscient qu'on ne lui pardonnera aucun faux pas. L'un, allergique depuis des décennies au travaillisme, prêt à tout pour en finir avec le PTR. L'autre, obstiné à ne fermer aucune porte qui ramènerait le PTR aux côtés du MMM. Comme Jean-Claude, j'ai suivi l'évolution de ce couple infernal. Je pense que la différence la plus significative entre ces deux hommes reste celle-ci. Serranio Djebnet aime l'exercice du pouvoir. Il est prêt à tout pour le conserver afin de pouvoir agir sur le cours des choses. Paul Béranger, lui, est fondamentalement un guerrier qui aime par-dessus tout la conquête du pouvoir. Sa plus grande motivation, il la trouve dans l'attaque de la citadelle. L'ayant conquise, il se lasse et s'en va chercher d'autres combats. Merci Jean-Claude de cette importante contribution à la mémoire politique du pays. Nous attendons avec impatience les années Ramboulin et nul autre que notre ami Jean-Claude ne saurait mieux nous les raconter.
Merci de votre attention. Les anciens vice-présidents de la République, M. Rambadan, Mme Monique Ochanbelko, les membres de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, M. Nader Ramdan, les anciens ministres et membres de l'Assemblée nationale, M. Phil Lessales et les membres de la presse, les amis de Jean-Claude, Mesdames, Messieurs. Quand M. Jean-Claude Delestrac m'avait demandé si j'accepterais d'effectuer le lancement de son dernier ouvrage intitulé Jugnot Béranger, ennemi intime, j'avais tout de suite senti que c'était un rare privilège et un honneur qu'il me fait, et je lui ai tout de suite dit mon accord. En même temps, ce soir-là, j'analysais furtivement et mentalement ce titre paradoxal, mais combien évocateur, me rappelant aussi de l'autre paradoxe Vrais ennemis. Et j'avais conclu dans ma tête que Jugnot Béranger, ennemi intime, c'était un titre quand même très intéressant et qui susciterait beaucoup d'intérêt et de curiosité de la part d'éventuels lecteurs. Jean-Claude est très bien placé pour nous offrir ce témoignage, ce récit, pour avoir été lui-même ami privilégié et intime compagnon de lutte des deux acteurs principaux du scénario. Certes, et Charles Jugnot et Paul Béranger ont grandement marqué l'histoire contemporaine mauricienne. Avec ce livre, Jean-Claude nous gratifie de sa part de vérité de cette période de notre histoire politique 1982-1995. Période pendant laquelle Sir Aníbal Jugnot a continuellement été Premier ministre et Paul Béranger tantôt ministre du cabinet de Sir Aníbal ou leader de l'opposition. Nous devons être reconnaissants envers Jean-Claude et le remercier. C'est un travail qui a dû lui coûter beaucoup d'heures de travail et de sacrifices. Merci Jean-Claude pour cette générosité de ta part. J'ai personnellement pris plaisir à lire quelques premiers chapitres du livre. J'ai glané à travers le reste et passé quelques instants à voir les quelques photos qui m'ont fait rappeler beaucoup de souvenirs. Dans cet ouvrage, on y trouve définitivement des déclarations de part et d'autre qui suggèrent une grande intimité, une grande fraternité entre Jugnot et Béranger. Tout comme on peut aussi lire des déclarations poignantes de critiques et des invectives adressées à l'un l'autre. À mon avis donc, le titre est bien trouvé. Le livre est un récit avec moult détails des événements politiques as they happened, avec l'auteur comme témoin et acteur. Jean-Claude nous raconte ce qu'il a personnellement vécu, ce qui donne à ce livre une belle authenticité. On peut même dire, comme Jocelyn Chandler l'a fait, que le livre peut être perçu comme autobiographique, où l'auteur donne sa version des faits tout en justifiant ses postures et actions du passé. Félicitations à Jean-Claude pour cette réussite. Nous te remercions pour ce bel effort de nous procurer matière à nous rémunérer l'histoire de notre pays pour tous ceux parmi nous qui ont vécu et suivi ces développements, et matière d'histoire pour la jeunesse et les futures générations de Mauriciens et étrangers. Je vais m'abstenir de faire le commentaire de nature personnelle ou politique du contenu du livre. Notre ami Lindsay Rivière l'a fait. Tout livre d'histoire est naturellement subjectif.
c'est le point de vue personnel de l'auteur. Libre au lecteur d'évaluer le contenu du livre, évaluation qui serait à son tour tout à fait subjective et personnelle. Chers amis, en votre nom, je dis merci encore une fois à Jean-Claude pour son grand effort à nous offrir, à nous et aux générations futures, une page de notre histoire politique. Je pense que tout patriote gagnerait à lire ce livre. Je vais maintenant avoir le très grand plaisir à lancer cet ouvrage de notre ami Jean-Claude de l'Estrac, Dieucnoc Béranger, ami intime, ennemi intime. Surtout, Monsieur le Président de la République, Excellence Alain Bayakouri, Monsieur le Premier ministre, aussi dans le protocole français, Messieurs les ministres, beaucoup d'amis, d'anciens collègues du Conseil des ministres, Monsieur le Secrétaire général du NSI Park Hotel, qui nous reçoit si chaleureusement, Monsieur le préfacier, cher ami Jocelyn Tchanglao, mon cher Finlay, vous l'avez compris, de longue date, mon contradicteur intime, Monsieur le directeur des éditions Le Printemps, chers amis, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Ça fait un beau bout de temps que je n'ai pas eu la chance de parler à une si belle audience. C'est pas bon, tcha-tcha, mais c'est pas mal quand même. Et je vous remercie d'autant plus que j'imagine que certains d'entre vous, acteurs ou spectateurs engagés, ont peut-être eu des hésitations dans l'ignorance du contenu d'un ouvrage qui sera forcément contesté par certains aspects et qui suscitera sans doute des controverses, et c'est tant mieux, c'est bien pour la banque, le dira M. Sullivan. La preuve en est d'ailleurs que quelques-uns de mes invités se sont excusés. Ils ont reçu ordre du bureau politique de ne pas s'y rendre. C'est inquiétant. Le donneur d'ordre pourrait un jour être tenté de faire brûler des livres. C'est peut-être même pas nécessaire. Rappelez-vous Bradbury dans Fahrenheit 451. Il n'est pas nécessaire de brûler des livres. Il faut juste s'empêcher de les lire. Pourtant, un livre d'histoire n'est qu'un miroir. Je pense que le propos du préfacier, historien professionnel, analyste respecté de la vie politique nationale, dans la préface, mais encore tout à l'heure, le propos de Lise Rivière, un observateur pointu, celui du président, ont dû rassurer. Je suis, depuis la rédaction du premier tome de mon histoire de Maurice, un disciple de Quintilianus,
ce pédagogue, prêteur, un mot qui a pratiquement disparu parce qu'il y a beaucoup de auteurs de toute manière, du pédagogue du 1er siècle, qui postulait, je le cite, l'histoire est écrite en vue de raconter et non pour prouver. C'est ce que j'ai fait cette fois encore, malgré l'inconfort de la position observateur, acteur qui a été souligné à plusieurs reprises. J'espère avoir pris suffisamment de distance avec l'acteur. Vous en serez les juges. De plus, grâce à la science de Josselin, j'ai découvert que je suis Monsieur Jourdain de l'histoire, que je faisais l'histoire du temps présent sans le savoir. Je croyais être en train de faire un petit exercice de vulgarisation en appuyant sur mon métier de journaliste, mais l'ancien doyen fait de moi un historien. Je ne connaissais pas ce concept avant d'avoir lu la préface de Jocelyn Tchanga. Je l'ai fait bien tout à fait. Oui, je crois aussi que l'histoire du temps présent est riche de contributions à l'historiographie. Quoi qu'il en soit, je vous livre dans ce 4e tome quelques clés qui devraient vous être utiles en cette année électorale bientôt. Certains des acteurs du livre sont les mêmes. Ce ne sont pas des gens qui quittent la scène facilement. La scène est évidemment. Et le livre décrit les faits et gestes des hommes politiques qui ont dominé cette période. Ces faits sont mis en contexte et en perspective, ils sont reliés les uns aux autres. C'est vrai que le tableau final est assez désespérant. Et je comprends que certains d'entre eux ont du mal à se regarder dans la nudité de ce temps recréé. Mais il est ainsi. La narration est le propre de l'histoire, l'historien professionnel. Et le grand historien Paul Venn disait « L'histoire est un roman, mais un roman vrai ». J'ai donc aussi écrit un roman en attendant le prochain. Il me reste donc à remercier tous ceux qui ont aidé à la production de cet ouvrage. Ce travail a duré près de 3 ans. Et un livre est assez largement une œuvre collective. Je remercie mon assistante de recherche, mademoiselle Krishlina Awata, qui, au bout de centaines d'heures aux Archives nationales, a réuni la documentation principale. On l'a dit, la source première de ce livre sont des articles de presse, comptes rendus, interviews, éditoriaux. Et elle a également aidé à la mise en contexte éditorial, parce que c'est une opération que j'ai menée de pair avec d'autres activités que j'ai exercées au cours de cette même période. Mes remerciements vont aussi à mon éditeur de toujours, les éditions de printemps, à M. Ahmad Suleiman et à ses collaborateurs, en particulier à Pietri, qui malheureusement est malade, qui ont géré avec calme les demandes devenues plus pointilleuses depuis que j'ai découvert l'édition parisienne, l'expérience de production d'un livre à Paris, à Cherche-Midi, et depuis que je suis devenu un auteur beaucoup plus exigeant, mais on a le résultat, et je crois, un beau travail. Merci à Jocelyn Tchanga
l'ancien doyen de la faculté des sciences sociales de l'université, qui valide si généreusement le travail de l'étudiant en histoire que je suis et que j'entends rester. Merci à Lise Rivière, l'ami de 50 ans, qui malheureusement ne peut pas être là, qui le premier m'a ouvert les portes du journalisme à l'Express en 1968. Tout le reste de ma vie publique est parti de cette première opportunité. Merci à ma fille Valérie, qui a accepté de lire de belle manière le texte si chaleureux de l'initiative au pouvoir que le Premier ministre l'aurait recommandé pour un poste de speakerine à la télévision. Merci, Monsieur le Président, pour votre participation à cette manifestation. Votre hauteur de vue pourrait peut-être inspirer les honorables pense-petits de la République du Myanmar. Merci à Enesipa Kotel, son dynamique directeur général, Julien Glan, qui est devenu protecteur des écrivains. Merci à Ryan et à son équipe. Merci enfin à vous tous qui êtes là. Vous faites de cet événement un événement qui marquera, je pense, l'histoire de Petrus Mok et de Enesipa Kotel, et en tout cas qui nous donne une belle occasion de causer. Je vous propose qu'on commence à causer. Merci de votre attention.